Volodymyr Zelensky, c'était encore hier, il était interviewé par un journaliste italien de la Corriere della Sera qui a dû peut-être regretter après coup d'avoir rencontré le président Zelensky. Écoutez ce qui suit. Si je suis un entrepreneur de Bergame, de Brescia ou de Milan, Monsieur Zelensky, pourquoi devrais-je payer? Pourquoi devrais-je arrêter mon travail? Vous payez pour votre liberté, pas pour l'Ukraine. Vous payez pour votre liberté. Mais vous ne paierez pas l'année prochaine. Vous allez trouver une alternative. Le monde, l'Europe va trouver une alternative. Et vous ne paierez pas l'année prochaine, ni l'année d'après. Et vos enfants ne paieront pas. Mais si vous ne le faites pas maintenant, vous et vos enfants allez payer encore et encore. Et la Russie décidera de ce qu'il faudra faire politiquement en Italie. C'est très agréable de manger la nourriture italienne et d'affirmer que vous n'aimez pas l'Europe. C'est très agréable d'être en Toscane, d'y avoir une villa. C'est très agréable de se relaxer en Europe dans une vraie démocratie, de conduire des voitures italiennes, et j'en passe. Puis après, de revenir dans son pays voler de l'argent. Voler de l'argent. Parce qu'il y a de la corruption. C'est complètement corrompu. Voler de l'argent et payer pour la guerre. Acheter les élections pour imposer Poutine. C'est très bien de dire quelque chose là-bas et ensuite se relaxer au bord de la mer en Italie. Si vous n'aimez pas cette civilisation, quittez-la. Et s'il vous plaît, achetez des voitures russes. Les meilleures voitures du monde. Achetez-les. Olivier Voilà Soulard. une leçon alors de journalisme C'est ce que inversé. j'allais dire. Plus déterminé que jamais. On voit qu'il y a un peu deux façons de faire. La façon de Vladimir Poutine, on a l'impression qu'il se rattrape ces derniers temps, et celle de Zelensky, qui depuis le 24 février est devant le palais présidentiel. Oui, oui, c'est une magnifique illustration, effectivement, de la différence de tempérament entre les deux hommes. Après, n'oublions pas que le président Zelensky est un acteur. Oui. Très franchement, j'ai regardé les premiers épisodes, d'ailleurs, de Serviteurs du Peuple. Absolument extraordinaire. Et on comprend beaucoup mieux, finalement, sur le long terme, la manière dont il a pu accéder au pouvoir en traitant justement des problèmes de corruption. Il en parle très très bien parce que déjà pour monter, j'allais dire, cette série qui l'a fait connaître, il avait beaucoup travaillé là-dessus et l'avait énormément dénoncé. Et on voit bien ce travail dans la durée qui lui permet une très grande fluidité. On a l'impression qu'il y a une course à l'échalote depuis quelques temps entre, effectivement, Vladimir Poutine. Ça fait une semaine qu'il est sur le pont tous les jours. Encore tout à l'heure, on est alerté par les agences. Volodymyr Zelensky, lui, c'est avant la guerre, bien évidemment, parce que c'est son métier, vous l'avez rappelé. Mais depuis 8 mois, il a compris que la communication faisait partie intégrante de la guerre. J'ai envie de dire la bonne communication, celle qui utilise l'image, les réseaux sociaux, toujours avec ce doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais c'est ça aussi de la communication. Nous sommes dans une guerre hybride. Ça fait partie. Les Russes, ils nous ont dominés en 2014 en annexant les territoires de manière illégale, en transmettant l'information fausse dans le Crimée. Donc forcément, je ne peux pas nier le fait que le président Zelensky, étant un acteur, en ayant un passé où il traitait l'information, la communication, ça joue en faveur des Ukrainiens et ça joue en faveur aussi de cette identification nationale ukrainienne et la transmission des messages par rapport à cette séquence avec le journaliste italien. C'est pas la première fois qu'il y a des Européens qui posent les questions que pour les Ukrainiens, ça semble très évident. Oui. Pourquoi nous sommes en train de se battre alors qu'en Europe, il y a toujours ce discours du fait nous allons devoir économiser ou baisser à 19 degrés alors qu'il y a des gens sans électricité. Et sous les bombes. Sous les bombes, plus le business. On a une discussion avec des gens qui continuent malgré tout à avoir les business, mais avec les coupures d'électricité, parfois c'est la nuit, parfois c'est la journée, c'est assez difficile. Si on reste sur le thème de l'image, on le voit,
même si depuis quelques jours, on sent que le moral n'y est plus. Il y a la grosse communication, bien lourde, russe, notamment chaque soir dans des grands talk-shows. Il y a Zelensky, d'autres aussi en Ukraine. Comment est perçue cette image? Comment est perçu ce message du président Zelensky dans la population ukrainienne? Vous voulez dire par rapport à Shahed, le fait qu'il... Non, par rapport à cette communication, au fait qu'il soit présent sur le terrain, qu'il se déplace, qu'il soit là. Est-ce que la population ukrainienne en a besoin? Est-ce qu'elle le reçoit? Est-ce qu'elle pense que c'est de la com? Ou au contraire, que ce sont des messages importants? Alors, ce sont les messages importants, aussi importants que le soutien international. Et si je peux me permettre, je voudrais aussi bien se concentrer sur ça, parce qu'il y a beaucoup de communauté internationale, il dit « Ah, maintenant, ça va être, on ne va pas déranger les Ukrainiens avec nos visites, parce que c'est déjà difficile avec l'électricité. » Au contraire, les Ukrainiens souhaitaient transmettre le message qu'ils ont peur de cette lassitude de la guerre, justement que les Européens, que la communauté internationale va être complètement fatiguée de cette guerre et qui ne voudront plus venir. Et justement, ces coupures d'électricité... Ça, c'est la volonté de Poutine. C'est la volonté de Poutine, en fait, d'isoler complètement l'Ukraine de tout, de soutien. Et justement, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut se rendre en Ukraine, il faut se rendre pour tout simplement apporter un message de soutien. En plus de gouvernement ukrainien et de soutien que les gens ils s'apportent mutuellement à l'intérieur de l'Ukraine. Les Olivier invitations Sueur, sont... vous voyez réagir. Oui, c'était en complément, et je trouve ça très intéressant que vous ayez monté les deux thèmes en même temps, à la fois la communication et les drones, parce qu'il faut bien avoir conscience que ces attaques de drones sur les installations électriques constituent vraiment une attaque stratégique de la part de la Russie sur ces installations électriques. La Russie, le gouvernement russe, a parfaitement analysé désormais les choses, et en ciblant l'électricité, vous ciblez l'ensemble de l'économie, et notamment de l'économie de guerre, de la production ukrainienne, vous ciblez évidemment l'ensemble des réseaux d'information, et donc de la production justement de cette guerre informationnelle, de la production et de la diffusion de toutes les productions du président Zelensky, ou d'ailleurs de l'ensemble des ministères ukrainiens qui sont extrêmement forts et vraiment excellents dans ce qu'ils font. Donc il y a une vraie volonté justement, à travers ces frappes multipliées, de casser cette dynamique, et c'est volontaire. Allez, on va revenir maintenant sur le spectre de la bombe sale. On l'a commencé cette semaine avec ce thème. On la termine sur le même sujet. Pourquoi? Puisque c'est la faute à Vladimir Poutine qui ne lâche rien sur de supposées menaces ukrainiennes. Hier soir, encore, devant le forum Valdaï, il en a rajouté une couche. Écoutez. Ce n'est pas un hasard si nous avons publié des données des services spéciaux sur le fait qu'un incident avec une bombe sale est en préparation. C'est tellement facile à faire. Nous savons même à peu près où cela se fait en Ukraine. Les restes de combustible nucléaire ont été légèrement transformés. Les technologies disponibles en Ukraine permettent de le faire. Ils chargent la bombe sale sur un Toka-U ou ailleurs. Ils font exploser cet appareil quelque part pour pouvoir dire plus tard que c'était la Russie qui a effectué une frappe nucléaire. Avec une déco. J'en profite pour accueillir Olivier Weber. Merci d'être avec nous. Vous êtes un peu loin de nous, mais c'est toujours un plaisir que de vous avoir. On reviendra sur ce petit sourire en coin de Poutine, le maître du Kremlin qui gage de sa bonne foi. D'ailleurs, on appelle à l'AIEA et espère trouver des preuves. Message reçu par l'organisation, comme le confirme son président. Écoutez. Des allégations ont été faites, des inspections sont en route. Et c'est essentiellement ce que nous devons faire. Nous devons entreprendre ce travail dans ces deux installations qui ont été mentionnées au cours du week-end comme des lieux où se déroulaient des travaux visant à détourner des matières nucléaires pour la fabrication d'un dispositif radiologique. C'est donc ce que nous allons faire. Mais au fait, une mission pour chercher quoi? Comment trouve-t-on une bombe sale ou au minimum des éléments pouvant entrer dans sa composition? Certains doutent déjà du résultat, à commencer par l'ONU. Nous savons que la Fédération russe a déposé une plainte officielle concernant les allégations de programmes d'armes biologiques en Ukraine. Comme le haut représentant Izumi Nakamitsu en a informé le Conseil en mars et en mai de cette année, les Nations Unies n'ont pas connaissance de tels programmes d'armes biologiques. Olivier Weber, c'est encore un coup des Russes, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'il y a la bombe sale. On en reparlera certainement, mais tout à l'heure, Olivier Sueur disait, vous allez voir qu'ils vont nous faire le coup du chimique dans quelques temps et d'autres déclinaisons. L'idée, c'est quoi? Occuper le terrain?
Oui, d'une part, c'est-à-dire il y a cette tentative de la part de Poutine de reprendre l'initiative. On l'a vu aussi avec toute cette logorée par rapport à la guerre menée contre le camp occidental et ses dérives, entre guillemets, colonialistes, dixit Poutine. Et il y a évidemment cette accusation miroir, comme on dit en droit et en droit international, que de vouloir donc accuser l'Ukraine d'utiliser une arme sale, entre guillemets, donc une arme biologique ou chimique ou nucléaire. On sait très bien que l'Ukraine, apparemment, n'en a pas les moyens. Et deuxièmement, n'a aucun intérêt dans cette dynamique des victoires. Depuis le mois de septembre, les victoires engrangées sur le terrain, n'a donc aucun intérêt d'utiliser une arme sale. Ce qui se passe avec Poutine, effectivement, c'est qu'il y a cette volonté absolument donc de vouloir faire dévier, on va dire, tout le camp du reste du monde, comme on dit à l'ONU, afin de pouvoir justement marquer des points. Et cette tentative d'initiative est très forte. Si l'AIEA est invitée, c'est intéressant, parce que seule l'AIEA sera en mesure de déterminer s'il y a un vrai risque d'attaque nucléaire ou de bombe sale de la part de l'Ukraine. Mais tout cela paraît comme une sorte de rideau de fumée, de manière à servir de prétexte à l'Ukraine en cas d'utilisation de l'arme chimique ou de l'arme atomique, donc de l'arme nucléaire tactique sur le terrain ukrainien, ce qui est tout à fait possible, en tout cas, selon les services de renseignement britanniques et américains. Restez avec nous, Olivier Weber. Olivier Sueur, vous aviez une théorie tout à l'heure. Vous nous disiez, il a parlé de l'arme nucléaire, il nous parle de bombes sales. Le prochain stade pourrait être celui, et vous le rappeliez, des armes chimiques. Oui, en fait, c'est par rapport à l'acronyme des menaces habituelles que tout le monde connaît, donc NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Le fait est que depuis février, le gouvernement russe les décline dans l'ordre. Qui plus est, ce qui est le plus surprenant finalement. Donc d'abord le nucléaire avec le nucléaire tactique, ensuite le radiologique avec cette question de bombe sale, le biologique, comme le montre le reportage à l'instant qui vient d'être amené à l'ONU. Finalement, il ne manque que le chimique pour avoir couvert la totalité du spectre. Donc c'est... Voilà, ça en est presque risible. En fait, si ce n'était pas aussi grave, ça en serait presque risible. Mais on a le sentiment, parce que je vous voyais tiquer également, alors je ne sais pas si on reverra, on ne va pas réécouter le son, mais revoir peut-être juste l'image de Poutine qui se tourne et qui sourit à ce qu'il dit, quand il dit qu'il sait a priori où est la bombe, comment elle a été fabriquée, par qui elle a été transportée. On a le sentiment que même lui n'y croit pas. Ah mais pas du tout. Enfin, voilà, ça paraît peut-être. C'est pas un problème en fait. Une évidence. C'est pas un problème. Ça nous paraît totalement surprenant. Voilà. C'est ça qui est parfois compliqué à comprendre. En revanche, sur le chimique, ce qui est intéressant, c'est que ça arriverait en dernier, c'est pas arrivé encore, on va voir. Mais sur le terrain, ils l'ont déjà fait avec le régime de Bachar el-Assad dans la Ghouta en Syrie, ça a déjà été utilisé. Et sur le terrain, c'est peut-être la seule arme sale qui lui permettrait de desserrer légèrement les taux de Kherson. Je dis pas qu'il va l'utiliser, je dis pas que ça va se passer comme ça, mais le nucléaire, ça paraît vraiment totalement inapproprié, même d'un point de vue militaire, pour gérer quoi que ce soit sur le terrain. Et effectivement, s'il arrivait à gazer les soldats ukrainiens aux alentours de Kherson, à les faire reculer de cette manière-là, là, pourrait y avoir peut-être une efficacité. Donc c'est peut-être pas pour rien que ça n'a pas encore été annoncé et que ça n'arriverait qu'en dernier. Alors, enfin, je pense là-dessus, je n'y crois pas du tout parce que... Je n'ai pas dit que j'y croyais, dans la liste des menaces... J'entends. Mais les États-Unis... et d'ailleurs avec les alliés de l'OTAN, y compris la France, le Royaume-Uni, on dit les choses très clairement. C'est-à-dire que l'emploi de ce type d'armes entraînerait une réaction évidemment extrêmement majeure en réponse à une agression de la sorte de la part de la Russie. En revanche, effectivement, sur le fait que Vladimir Poutine multiplie des déclarations, j'ai envie de dire c'est ce qui fait la différence entre une autocratie et une démocratie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un président russe qui n'hésite pas effectivement à menacer, à créer de l'angoisse, à nucléariser l'atmosphère dans les pays occidentaux pour servir son agenda. Général, quand on commence par le nucléaire, après on parle de bombes sable, et peut-être qu'il y aura utilisation d'autres bombes que je considère comme tout aussi sales, c'est-à-dire du chimique ou du gaz.
C'est possible sur le terrain, ça se fait sur le terrain, Xavier le rappelait, ça a déjà été fait. Ça s'est fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une décroissance Ça s'est fait récemment, pour ça s'est fait arriver dans à une l'histoire de la sinistre guerre. réalité, Oui. parce que plus facile à utiliser, et on sait que les Russes en ont. Moi, je suis assez perplexe depuis le début d'ailleurs sur l'emploi de ces armes de destruction massive, comme on les appelle. Le nucléaire, si on regarde un petit peu la probabilité que les Russes utilisent ce type d'armes, j'allais dire, dans les semaines ou les mois à venir. Là, je prends des précautions. Je pense que c'est contradictoire avec d'autres mesures qui sont prises actuellement par le président russe, c'est-à-dire la mobilisation partielle, qui montre que lui, il a l'intention de continuer la guerre. La mobilisation en Biélorussie d'un autre contingent. Des mesures pour défendre ferme le front dans le Donbass, etc. Il sait très bien que s'il engageait une arme de destruction massive de type nucléaire, ça changerait complètement la nature de la guerre, et c'est contradictoire avec ces mesures qu'il prend probablement pour reprendre l'initiative au printemps. C'est comme ça qu'on peut les analyser. Sans ça, à quoi ça servirait de mobiliser 200 000 hommes ou 250 000 hommes maintenant? Donc je crois que pour le nucléaire, vraiment, je suis très très perplexe par rapport à un emploi, j'allais dire, dans les semaines, voire les mois à venir. Maintenant, quand on passe dans les autres types d'armes, on a parlé des armes sales, ça c'est de la communication. Parce qu'on n'aura pas de décision dans un combat comme ça en utilisant ce type d'armes. Au contraire, ça va polluer des espaces, donc ça va créer de l'émotion au niveau international, ça va compliquer la manœuvre pour ses propres troupes, à moins qu'ils les tirent directement sur Kiev, mais à ce moment-là, on change encore d'échelle. Et quant au chimique, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez. Utiliser le chimique, c'est être montré du doigt par la communauté internationale. N'oublions pas qu'en Syrie, ce n'est pas les Russes qui utilisaient le chimique, c'est Bachar el-Assad. Oui. Pas pareil. Alors, n'oublions pas que la ligne rouge de Barack Obama n'a pas été respectée non plus. En Donc, plus. peut-être qu'il s'en souvient. Et que, Oui, moi, après, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Le chapeau chimique, je ne sais pas. Le chapeau est là. On nous a rejoint dans un instant. On va parler d'Elon Musk, qui lui aussi voudrait avoir un rôle capital, primordial dans cette guerre. Mais juste avant, et vous allez rester avec nous, Olivier Weber, petite question, parce que c'est une zone où a été utilisé le chimique que vous connaissez bien. Est-ce que vous pensez que les Russes pourraient franchir ce pas ? Oui, tout est possible, mais je ne pense pas qu'il y ait un intérêt de la part des Russes à le faire, ni militairement, ni diplomatiquement, pour ne pas s'aliéner des alliés précieux comme l'Inde et la Chine en particulier, qui ne veulent pas évidemment d'une crise internationale avec l'utilisation des ADM, des fameuses armes de destruction massive, qu'elles soient tactiques, nucléaires ou chimiques. En tout cas, il faut aussi replacer toute cette phraséologie de la part de Poutine dans un contexte beaucoup plus large, qui est d'internationaliser d'une part le conflit et de le transformer en affrontement, sinon Est-Ouest, en tout cas Occident versus Russie. Et deuxièmement, cela sert aussi à faire oublier ses échecs militaires et stratégiques. Donc, cela contribue en fait à présenter la Russie comme étant non plus un pays agresseur, mais comme un pays agressé. Et par rapport à ce qu'on appelle aux Nations Unies le reste du monde, cela fonctionne par rapport à certains pays asiatiques, certains pays sud-américains, certains pays africains. Et donc là, effectivement, ce que veut faire Poutine, à mon avis, c'est de reprendre le lead, donc le leadership, c'est-à-dire l'initiative, alors qu'il n'a subi que des échecs. Et c'est important pour lui aussi bien au niveau extérieur qu'au niveau intérieur, parce qu'évidemment, cette succession d'échecs militaires, diplomatiques et politiques entraînera un jour ou l'autre des comptes à rendre en quelque sorte avec d'autres piliers du pouvoir, même si le pouvoir peut paraître relativement homogène. Donc oui, effectivement, je pense que cela contribue à une sorte de surenchère verbale à laquelle contribue aussi Joe Biden, parce qu'il est obligé plus ou moins de répondre évidemment à cette menace internationale. Olivier Weber, restez avec nous. Venons-en maintenant à la fin d'un feuilleton qui courait depuis plusieurs mois, le rachat par Elon Musk de Twitter. Ça s'est passé la nuit dernière. Elon Musk, vous savez, qui avait déjà proposé un plan de paix improvisé, une discussion et qui discute en direct avec Poutine. Il y a justement des affirmations en ce sens. Une arme de communication massive, Twitter, pour jouer un rôle de premier plan. Nivine Potros, nul doute qu'Elon Musk n'hésitera pas à s'en servir. Non seulement Elon Musk n'hésitera pas à en servir, mais surtout il va inciter tous les internautes à utiliser cette arme de communication massive, puisque cet achat, selon lui, il l'a fait pour essayer d'aider l'humanité qu'il aime. C'est une vraie citation d'Elon Musk. Selon lui, il est important pour le futur de la civilisation d'avoir un débat numérique
commun où une vaste diversité d'opinions peuvent être débattues de manière saine sans recourir à la violence. Elon Musk veut du débat, il veut même du débat sans limite. Il se dit absolutiste de la liberté d'expression et en ce sens, eh bien, il souhaiterait, pourquoi pas, assouplir les règles de modération de Twitter pour que tout le monde donne son avis sur tout, y compris sur la géopolitique, comme il l'a fait d'ailleurs ces dernières semaines à propos de la guerre en Ukraine, puisque je vous rappelle que le 3 octobre dernier, il proposait son propre plan de paix qui comprenait eh bien l'autodétermination des régions annexées, la reconnaissance de l'annexion de la Crimée ou encore la neutralité de l'Ukraine. Alors évidemment, ces propositions, elles n'avaient pas du tout plu aux Ukrainiens qui l'avaient accusé de faire le jeu de Vladimir Poutine et d'entretenir d'ailleurs des relations avec Vladimir Poutine. Il avait nié les choses. Non, je ne parle pas à Vladimir Poutine, mais c'est très dur de comprendre à quoi joue Elon Musk sur Twitter. D'ailleurs, c'est très dur de comprendre à quoi joue Elon Musk tout court, comme par exemple avec ses fameux satellites Starlink. Au tout début de la guerre, il s'est proposé d'en envoyer 20 000 terminaux qui sont déjà déployés en Ukraine. Et puis finalement, au mois d'octobre, il a menacé de ne plus vouloir payer. Et puis finalement, si dans le même temps, assez étrangement, on a constaté eh bien, que ces Starlink ne fonctionnaient pas sur le front, alors Elon Musk nie évidemment toute implication. Il ne se contente pas de s'impliquer dans la guerre en Ukraine, puisqu'il s'implique également dans d'autres conflits. Il a par exemple proposé son aide aux manifestants iraniens pour obtenir Starlink en Iran. Finalement, ça ne se fera pas. Il veut également eh bien, que Taïwan devienne une zone administrative spéciale gérée par Pékin. Beaucoup de tweets, des avis surtout. Ça doit probablement vous rappeler une certaine personne, un certain Donald Trump. Merci beaucoup, Nivine Potros. Excellent travail. C'est magnifique de revoir tout ça. Pour tout vous dire, on se disait, tiens, Musk, 2 points comme bandeau, la guerre des égos, ça pourrait être ça. Bogdana, faites-nous votre regard sur Elon Musk qui se veut, lui, absolutiste faites-vous de plaisir, la liberté d'expression, disait Nivine. On s'était dit qu'elle était un peu bipolaire lorsque nous l'avons reçue et maintenant je me suis en train de demander est-ce que c'était justement pas un coup pour voir à quel point la communauté internationale allait, que son tweet allait provoquer un débat au niveau international avec l'argumentation aussi générale, globale, allant et où tout le monde s'est exprimé à qui la situation, la guerre en Ukraine tenait à cœur. Donc peut-être c'était encore un coup de com', un coup de génie, comme hier, Elon Musk qui est arrivé dans les bureaux de Twitter avec un lavabo. Voilà, donc c'est un personnage très intéressant. On sait quand même par virer le numéro 1 et le numéro 2. Hein, mais en tout cas, oui. En tout cas, qui verrait 2 tiers du personnel. Bon, absolument. Mais en tout cas, sur le terrain, Starlink, oui, effectivement, il y avait les remontées d'informations comme quoi parfois ça ne marchait pas. Mais c'est un outil super important dans les zones libérées parce qu'il n'y a véritablement pas de réseau du tout parce que tous les réseaux de communication sont détruits. Olivier Weber, sans faire trop de sociologie, Musk, c'est ce milliardaire qui se rêverait chef d'État, qui veut absolument compter, mais parfois il y a du bien, parfois il y a aussi du mal. Oui, absolument. Alors ça démontre 2 choses. D'une part, sa volonté d'instaurer ou de proposer un plan de paix à l'Ukraine, qui est évidemment tué dans l'œuf, est une sorte d'échange, un échange mécénat contre plan de paix, un plan de paix en 146 signes de Twitter++. Il peut l'énoncer en 3 ou 4 fois comme il l'a fait, mais évidemment c'est éminemment réducteur. Mais je dirais plus généralement, il y a aussi, et deuxièmement, donc cette irruption sur la scène internationale depuis quelques dizaines d'années de ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Donc de la relation internationale. Ce sont essentiellement donc les ONG et qui sont ciblées quelquefois en tant que telles parce qu'elles font des actions extrêmement positives contre la corruption, dénonçant aussi les dictatures, etc. Et Elon Musk fait partie de ces, non pas de ces ONG, mais veut incarner la société civile, entre guillemets, avec un milliardaire qui est l'un, sinon l'homme le plus riche du monde, et qui essaie donc non seulement de canaliser certains instruments de communication comme Twitter, mais aussi donc de proposer des échanges en espèces sonnantes et trébuchantes, parce que qu'est-ce que c'est, après tout, que cette proposition d'aide avec les 20 000 terminaux de Starlink depuis le début de la guerre? Ce n'était pas du tout gratuit, il y avait une sorte de plan
cachée de la part d'Elon Musk à des buts d'ego, à des buts de politique ou autres, contre évidemment des propositions. Et je trouve que c'est à la fois intéressant et en même temps extrêmement dangereux. C'est ce qu'on appelle aussi en humanitaire l'irruption des bailleurs de fonds qui ont les possibilités donc d'inonder en dollars certains pays africains ou d'ailleurs avec davantage de budget que le ministère de la Santé. Je pense en particulier au budget du Malawi avec tout ce qu'avait fait Bill Gates, en particulier en donnant 40 milliards de dollars à la fondation Bill Gates. Donc on a des plus et des moins avec cette irruption d'acteurs privés sur la scène internationale et ça peut être extrêmement périlleux. Merci beaucoup Olivier Weber, c'est très intéressant de vous avoir. Votre analyse, surtout que cette analyse-là, pour le dire à nos téléspectateurs, elle vient de loin. Vous trouvez pas loin du Népal. On saluait votre connexion, Olivier Weber. Merci d'avoir été avec nous. On repart sur le terrain. À bientôt. Un terrain où on va retrouver l'une de nos équipes. Terrain dévasté où les populations font ce qu'elles peuvent pour survivre, mais aussi un terrain de fracture, de division après des mois d'occupation russe. Vous allez le voir. Allons dans le sud du pays, dans un village qui est récemment libéré par les forces ukrainiennes. Sur place, les habitants sont divisés. C'est pas la première fois qu'on vous montre ce genre de scène. Des règlements de compte sur fond d'accusations de collaboration. Reportage signé Michel Scott, Pauline Lormand et Gabriel Aurillon. Sviatoïrsk a été occupé pendant 3 mois par les Russes et vient de rebasculer dans le camp ukrainien. Voici le nouveau maire. L'ancien a fait défection. Il a pris la fuite avec l'ennemi. En fait, c'est une communauté divisée qu'il va falloir réconcilier. Car certains ici sont accusés d'avoir collaboré avec les Russes. Le soupçon est là, bien présent, notamment concernant ce quartier d'habitation collective, tout près du centre. Il y avait des célébrations de joie devant chaque entrée d'immeuble. Ils se sont si bien entendus avec les soldats. Ils ont bu ensemble. Ils ont mangé ensemble. Des résidents peu enclins à répondre à cette accusation. Quand on lui demande quels étaient ses rapports avec les Russes, cet homme tourne les talons et refuse de nous parler. Beaucoup ici avaient pris le parti de l'envahisseur. Nous sommes Ukrainiens, mais ce sont les Ukrainiens qui nous ont bombardés. Sviatoïrsk, en fait, était tout simplement sur la ligne de front, recevant des obus des deux côtés. Mais comme souvent dans cette partie est de l'Ukraine, les nostalgiques de la Grande Russie ont cru que le basculement vers Moscou serait définitif. Snejana s'occupe de la distribution alimentaire. Elle confirme que 2 types de populations cohabitent dans la commune. Chez les Ukrainiens, il y a les patriotes et puis des collaborateurs. C'est vrai. Et les pro-russes se comptent surtout chez les personnes âgées qui ont vécu en URSS. Dominant la ville, une statue dévolue à la gloire d'un héros soviétique marque de sa présence une région qui a longtemps gardé des attaches avec Moscou, en effet, mais qui, après des mois de guerre, ne veut plus voir revenir l'armée russe et ses troupes d'occupation pour autant. L'urgence pour les autorités ukrainiennes qui viennent de réinstaurer leur souveraineté ici, c'est de reconquérir les cœurs et les esprits de ces populations qui ont vécu sous occupation russe. Et ça passe d'abord par l'aide humanitaire, car l'hiver approche et les conditions de vie vont rapidement devenir insupportables dans ces villes détruites. C'est vrai que Magali, c'est pas la première fois ce genre de scène. Du côté d'Izium aussi, on avait assisté à ce genre de scène entre habitants qui, les uns se mettent la faute sur les autres. Est-ce qu'on doit accepter la nourriture, les denrées humanitaires des Russes, par exemple ? C'est vrai qu'on a déjà assisté à ces scènes où, en effet, une fois les Russes partis, la population s'invective et il y a une guerre qui commence entre voisins sur, en effet, ceux qui sont appelés les collabos par certains, d'autres les patriotes. Il faut bien voir que dans cette partie de l'Est de l'Ukraine, de toute manière, on a des populations qui sont extrêmement imbriquées, avec certains qui ont le regard davantage tourné vers la Russie et d'autres vers l'Ukraine. Ce qui est essentiel maintenant, et c'est ce que disait Michel à la fin de son sujet, c'est que l'enjeu pour le pouvoir de Zelensky, c'est d'arriver à reconquérir les cœurs dans cette partie du pays. Et d'ailleurs, les premiers gestes du pouvoir ukrainien sont tout de suite de remettre l'État
dans ces villages, c'est-à-dire de repayer les retraites, verser les salaires, remettre en place une administration qui fonctionne un petit peu. Parce que c'est aussi l'un des enjeux. C'est le grand règlement de compte, ça ne pourra pas durer. Il faut absolument avoir une réconciliation dans ces villages-là. Et c'est vrai que le rôle de l'État, là-dedans, sera essentiel. C'est un peu ce que De Gaulle avait dit à la Libération en France, quand il avait Absolument. dit, quand il avait parlé aux maquisards en disant « c'est pas avec vos mitraillettes en descendant des montagnes que vous ferez fonctionner la France ». Tout à fait. Quitte parfois à des pardons difficiles, mais il n'y a que l'État. On ne peut que rapprocher la situation de l'Ukraine en ces jours difficiles, mais de libération de territoire, de la libération de la France, effectivement. Et pour éviter précisément, j'ajoute qu'en Ukraine, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a des gens qui étaient franchement pro-russes. Oui. En France, il n'y avait pas de gens officiellement pro-allemands, si vous voulez, pour vivre sous régime allemand. Donc il y a quand même une différence. Mais néanmoins, je crois que l'objectif d'un dirigeant éclairé, c'est de ramener la paix dans les cœurs, ce qui est difficile. En France, comment avait-on procédé ? Eh bien, on avait donné la main à la justice en disant c'est pas le racontard de Monsieur Dupont contre Madame Durand ou vice-versa, mais il faut juger sur pièce. Et si vous n'avez pas de pièce au dossier, alors c'est la fin de l'histoire. Je crois que c'est la seule façon, si vous voulez, de remettre les choses d'aplomb. Comme le disait Magali, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'État ukrainien, le gouvernement ukrainien, remet en fonction les fonctions régaliennes d'un pays, l'administration, la justice, bien sûr, mais pour que les choses se fassent. Surtout la justice, parce que c'est un problème de justice. Là. Pierre Sautreuil. Bonjour. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis, c'est non seulement un problème de justice, c'est aussi un problème de droit. C'est-à-dire, peu après le début de l'invasion, les députés ukrainiens ont voté une loi sur la collaboration, condamnant les actes de collaboration. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte, il y a un débat qui agite les législateurs pour savoir si cette loi n'est pas trop large, c'est-à-dire si elle n'inclut pas de manière trop extensive des personnes qui simplement essayent de vivre dans ces territoires qui sont occupés actuellement. Et ça, c'est un enjeu également pour ne pas fracturer la nation. C'est ce qu'on a vu dans des reportages, justement, exactement. De Michel Scott, vous faisiez allusion, et des gens qui disaient, mais simplement, est-ce que le fait d'aller chercher du pain, des vivres, parfois une couverture aux forces russes qui étaient là d'occupation, est-ce que c'est de la collaboration ? Mais c'est tout l'enjeu du débat. Bien sûr. Moi, j'ai travaillé en reportage pour La Croix dans des territoires qui avaient été occupés en Ukraine, dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. Il y avait des personnes qui étaient poursuivies pour toute une variété d'actions. La justice devait passer, mais effectivement, comme la loi était très large, il y avait des personnes qui avaient orienté des tirs d'artillerie sur des positions ukrainiennes pour les Russes, ça c'est gravissime, mais il y avait aussi, il y avait une dame qui avait, par exemple, donné des cigarettes et de l'alcool à des soldats russes pour avoir le droit de se déplacer plus librement. Et elle aussi, se retrouve un peu exposée. Est-ce que c'est une collabo ou pas ? Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Donc la justice doit passer, et c'est absolument indispensable, vous avez bien fait de le souligner. On va passer à une semaine qui s'achève, qui avait commencé sur le même ton, sur la fond de menace nucléaire russe, avec notamment des interrogations américaines. Suite au discours d'hier de Vladimir Poutine, les États-Unis ont multiplié, vous l'avez suivi sur notre antenne, les communiqués, les réactions de John Kirby à Joe Biden en personne, en passant par Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense. Lloyd Austin qui hier a qualifié la menace russe de menace aiguë, dit-il, mais il a également évoqué la Chine, affirmant que les États-Unis avaient les yeux rivés vers la Chine. Écoutez Lloyd Austin. La NDS décrit clairement la Russie comme une menace aiguë. Et nous avons choisi le mot aigu avec précaution. Contrairement à la Chine, la Russie ne peut pas défier systématiquement les États-Unis sur le long terme. Mais l'agression de la Russie constitue une menace immédiate et aiguë pour nos intérêts et nos valeurs. Le thème clé de la stratégie de défense nationale est la nécessité de renforcer et de maintenir la force de dissuasion des États-Unis face à la République populaire de Chine, qui constitue notre défi majeur. Comme l'indique la stratégie de sécurité nationale du président, la Chine est le seul concurrent qui a à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et qui a de plus en plus le pouvoir de le faire. Bonjour Valérie Niquet, merci d'être avec nous, grande spécialiste de la Chine. Regardez ce bandeau qui s'affiche, la Russie menace aiguë, la Chine défi majeur, sachant que les États-Unis hier ont répété « Nous avons les yeux rivés vers la Chine ». C'est étonnant. Non, mais effectivement,
D'une manière globale, la Chine, on pourrait dire, pose aux États-Unis et au reste du monde, notamment aux grandes démocraties, mais pas uniquement, une menace de très long terme et avec des moyens bien plus importants, notamment en termes économiques, d'influence et de pression, que n'en possède aujourd'hui la Russie. Et c'est là que se situe la difficulté. C'est qu'effectivement, en Ukraine, on a une guerre là, maintenant, qui menace directement, alors non seulement l'Ukraine, mais également beaucoup de pays qui ont subi pendant très longtemps l'occupation ou la pression de l'URSS et qui s'en souviennent, mais qui restent locales, si on ose aller jusque-là, alors qu'avec la Chine, on n'a pas immédiatement de conflit ouvert. La Chine n'a pas envahi Taïwan, par exemple, même si elle en a peut-être l'ambition. En revanche, la menace que pose la Chine, encore une fois, économiquement, stratégiquement et en termes d'influence, est bien plus globale que celle qui est posée par la Russie. Et c'est ça l'enjeu pour les États-Unis. Que privilégier? Et on voit bien qu'il y a un débat en ce moment à Washington entre ceux qui considèrent que oui, continuer à aider à tout prix l'Ukraine jusqu'au bout sans mettre de limites précises, c'est ce qu'il faut faire contre la Russie, et d'autres qui s'inquiètent en se disant qu'il ne faut pas divertir tous les moyens vers l'Europe et l'Ukraine et se dégarnir sur le front oriental ou occidentale si on se place en Californie. Mais Valérie Niquet, est-ce qu'il y a une attention des États-Unis qui s'est décuplée ces derniers temps en raison de cette menace dont vous parlez, notamment sur Taïwan? Xi Jinping a dit notamment encore des propos en l'ouverture du parti du Congrès communiste. Il a dit l'unification de la mère patrie doit être réalisée, doit être complète et elle le sera dimanche. Oui, alors ça c'est la position chinoise classique, comme le fait d'ailleurs de rappeler que la Chine ne renoncera jamais à l'usage de la force. Après, il y a l'épreuve du réalisme. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine est extrêmement importante et son résultat notamment parce que si en effet la Russie réussissait à imposer ses vues en Ukraine, même après de très lourdes pertes, eh bien c'est un très mauvais exemple donné aux Chinois. Ça pourrait leur donner l'impression que finalement, en allant jusqu'au bout, en étant prêt à tout, eh bien on obtient ce qu'on souhaite. Et une guerre avec Taïwan, dans le détroit de Taïwan, aurait des conséquences économiques bien plus dommageables encore que la guerre en Russie n'en a, et notamment en Europe. Et là, les États-Unis seraient évidemment touchés au premier chef, ne serait-ce qu'en termes d'engagement, mais pas uniquement. Valérie Niquet, on a du mal, mais on compte sur vous, à nous expliquer le rôle de la Chine dans ce conflit. Et est-ce qu'elle en a un d'abord ? Alors, elle en a eu un au début, je pense, lorsqu'il y a eu cette fameuse déclaration avec la rencontre Poutine-Xi Jinping, où ils ont parlé d'un partenariat sans limite. Et je pense qu'à l'époque, les deux se faisaient des illusions. Poutine pensait que la guerre en Ukraine irait très vite et Xi Jinping l'a cru. Et donc, s'il y avait une victoire rapide, très brillante de la part de l'autocratie russe, eh bien, ça aurait été un exemple que la Chine aurait pu mettre en avant aussi pour montrer et surtout pour montrer que les démocraties, les États-Unis étaient incapables de réagir. Ça aurait été le scénario idéal. Là, on n'en est pas là du tout. On voit bien que les choses sont très difficiles pour la Russie. On ne sait pas très bien comment la guerre va tourner en Ukraine avec l'hiver qui arrive et les pressions de plus en plus fortes, y compris les conséquences économiques. Mais en tout cas, ce que ça a démontré, c'est qu'une invasion d'un territoire étranger n'est pas si simple, même pour une puissance comme la puissance russe, et ça le serait encore moins pour la Chine. Envahir Taïwan ne serait absolument pas simple. Et donc, on a l'impression qu'à leur habitude, les Chinois aujourd'hui, d'une manière très pragmatique, essayent de se ménager plusieurs portes de sortie. Un, ne pas se fâcher avec la Russie, donc continuer à soutenir en parole Moscou. Deux, ne pas aller trop loin, donc il n'y a aucune aide militaire et aucune aide économique réelle, financière notamment, de la Chine à la Russie, qui a très peur, la Chine a très peur des contre-sanctions américaines. Et puis, on se rapproche aussi, on a vu qu'il y a eu des attitudes très ambiguës de la part de l'Ukraine vis-à-vis de la Chine. L'Ukraine, par exemple, n'a pas voté les sanctions, ou plutôt s'est abstenue lors du vote à l'ONU, à la Commission des droits de l'homme, sur la question du Xinjiang et des Ouïghours. Et on peut très bien imaginer que si les choses finalement se stabilisent, s'il y a une sorte de paix, si l'Ukraine s'en sort, soit en ayant vraiment gagné la guerre, soit en ayant protégé un maximum de territoire contre l'avance russe, et bien que les Chinois préparent leur retour pour éventuellement participer à la reconstruction en Ukraine. Donc les Chinois seront toujours extrêmement prudents
en fonction de leurs propres intérêts, ce que c'est peut-être un exemple qu'on devrait suivre également, et en se ménageant le maximum de possibilités. J'ai un son à vous faire écouter, je voudrais votre réaction juste après. Ce son est de Vladimir Poutine et les mots, il les a prononcés hier. Écoutez. Nous vivons un moment historique. Nous faisons sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Votre analyse, Valérie Niquet, sur ces mots? Alors, on a beaucoup parlé, par exemple, de la menace nucléaire de la part de la Russie. Il faut bien savoir que ça, c'est vraiment un scénario que les Chinois ne peuvent pas accepter et qu'ils feront tout sans doute pour faire pression sur leurs amis russes pour ne pas aller jusque-là. Parce que la Chine a surtout avant tout besoin de stabilité et de pouvoir poursuivre son développement économique. Et un conflit qui déboucherait sur une crise nucléaire, même si elle était soi-disant tactique, eh bien évidemment, c'est quelque chose, c'est un scénario catastrophe pour Pékin. Et on est vraiment à front renversé avec ce qui se passait pendant la guerre froide à l'époque de la révolution culturelle, où c'était les Chinois de Mao qui avaient l'air complètement irrationnels sur le nucléaire en déclarant qu'une bombe finalement pour la Chine, c'est pas grave. Il y avait tellement de Chinois qu'il en resterait la moitié. C'était des déclarations qui étaient faites à l'époque. Les Chinois disaient on n'a pas peur des États-Unis qui ne sont qu'un tigre de papier, alors que les Russes, eux, étaient beaucoup plus raisonnables entre guillemets. Là, on a un peu l'impression d'avoir le front inverse, mais il est certain que Pékin ne serait pas favorable, et pas uniquement Pékin. Tous les pays, les grands pays des BRICS en développement, je pense à l'Inde notamment, mais d'autres pays aussi, seraient sans doute très peu à suivre la Russie sur ce terrain. Merci beaucoup Valérie Niquet d'avoir été avec nous, toujours très intéressante. Et c'est important de comprendre cette guerre et notamment ses velléités de nucléaire grâce à la Chine. Et là, en l'occurrence, grâce à Valérie Niquet. Mais oui, si c'était quelque part, on parle beaucoup des Américains, mais aussi la Chine comme arbitre de ce conflit. Oui, je crois qu'il faut prendre au sérieux les propos de Lloyd Austin, parce que Lloyd Austin s'exprime peu et tous ses mots sont calibrés. Cela dit, il y a une distinction entre l'ennemi chinois, qui est un rival systémique, qui veut devenir la première économie du monde et qui veut dépasser les États-Unis. Donc un vrai rival systémique à long terme. Alors que la Russie est dans une entreprise, je dirais que tout se passe comme si Poutine essayait de maximiser sa capacité de nuisance. C'est-à-dire que depuis 9 mois, il imagine tout ce qu'il est possible d'imaginer, les armes les plus extraordinaires, les plus extravagantes, et sans y recourir. Alors évidemment, la dissuasion fonctionne. Et Poutine considère que la dissuasion, c'est lui et Joe Biden. Et en effet, ça a fonctionné jusqu'à présent, puisque Joe Biden, dès le début de l'opération, a dit « il n'y aura pas de soldats américains en Ukraine, nous aiderons les Ukrainiens, mais il n'y aura pas de soldats américains ». Et puis, lorsqu'il a lancé un avertissement solennel à Poutine, quand on parlait un peu trop souvent de l'arme nucléaire tactique, il a dit « mais don't do it, ne le fais pas », parce qu'il n'y a pas de différence entre l'arme nucléaire tactique et l'arme nucléaire stratégique. C'est le seuil du nucléaire qui compte. Alors en effet, pour répondre à votre question, je pense que la Chine a un rôle à jouer. La Chine qui retrouve toute sa puissance de son insertion dans l'économie globale, trouve cette guerre absolument insupportable parce que ça met en l'air les chaînes de production, les chaînes de valeur, et ça nuit grandement à l'économie chinoise, bien sûr, à l'économie indienne aussi. Par conséquent, moi je pense qu'au G20, il y aura une petite explication de gravure, probablement pas en session plénière, mais entre quatre yeux, entre Xi Jinping et Poutine. Et Xi Jinping dira à Poutine, arrête cette guerre, alors, ça n'est plus possible. S'il y va, mais moi je pensais, en vous écoutant, à autre chose. Et si, au cours du G20, il y avait une petite discussion entre Biden et Xi Jinping, justement, pour essayer de calmer les ardeurs ou les velléités d'un certain Vladimir Poutine. Vous en pensez quoi? C'est vrai que Xi Jinping peut vraiment être un acteur majeur dans la perspective d'éventuelles négociations. Lui, depuis la fin du Congrès, il a vraiment tout pouvoir. Oui, voilà, il est tout puissant, il est là. Et ça joue. Jusqu'à sa mort. Oui, ou alors jusqu'à ce qu'il doit déboulonner. Et c'est vrai que lui a des moyens de pression sur Vladimir Poutine. On a bien vu d'ailleurs qu'il commençait à vraiment prendre ses distances à Samarcande lors de cette rencontre, où on le voyait très gêné. Parce qu'en effet, si le scénario que lui avait vendu Poutine
au moment des Jeux Olympiques s'était déroulé comme prévu, c'est-à-dire une victoire rapide en 3 jours, à ce moment-là, il aurait été derrière, évidemment, Vladimir Poutine à 200%. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça et que, en fait, les Américains sont en train de faire passer des messages à la Chine à travers cette guerre en Ukraine, en disant, vous voyez bien, on ne va pas vous laisser faire n'importe quoi. Donc c'est un message que reçoit aussi Xi Jinping vis-à-vis de Taïwan. En fait, il y a vraiment cette idée-là. En plus, Joe Biden a quand même dit très clairement, en sortant de ce qu'on appelait l'ambiguïté stratégique, que si un jour la Chine envahissait Taïwan, les Américains seraient là. Il l'a dit. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si hier, l'une des députées ukrainiennes qu'on a souvent interviewées sur ce plateau est allée rencontrer la présidente de Taïwan. Parce que Taïwan, comme l'Ukraine, se regardent mutuellement et voient très bien comment ils sont en train de réagir. Parce que ils ont face à eux à chaque fois un géant. Vous avez raison, Taïwan qui hier d'ailleurs dit l'Ukraine est notre modèle. Oui, c'est ça. Et donc cette députée ukrainienne est allée voir la présidente de Taïwan, est allée certainement prendre des leçons et réciproquement. Vous partagez ? Moi, j'étais très attentif à ce que vous avez dit et aussi au bandeau là, Poutine contre la domination occidentale, qui était en fait le propos de son discours hier au club de Valdai. Et en fait, c'est intéressant en fait que là les Américains viennent dire non mais en fait le véritable compétiteur c'est la Chine, c'est pas la Russie, et en fait c'est l'évidence parce que on ne remodèle pas l'ordre international quand on a le PIB de l'Italie. Enfin, ce qui est le cas de la Russie. La Chine est le seul pays en capacité actuellement d'être un véritable challenger technologique, militaire, diplomatique, économique. Donc c'est l'évidence même. Et puis il y a un autre facteur là-dedans, c'est aussi à mettre en parallèle peut-être avec un autre événement politique important qui arrive, c'est les midterms, le 8 novembre aux États-Unis. Si les républicains actuellement poussent pour se désengager potentiellement peut-être de l'aide à l'Ukraine, c'est que c'est aussi pour se recentrer sur la Chine ou être un peu isolationniste ou consacrer en tout cas des ressources à autre chose qu'à l'Europe. Parce que contrairement à l'affrontement dans l'Indo-Pacifique avec la Chine, en Europe, techniquement, ils disent là, en fait, c'est peut-être à l'Union européenne de prendre le relais pour au moins l'aide financière et l'aide humanitaire. On sait très bien que la superpuissance militaire américaine, on n'arrive pas à la cheville en termes de matériel et de capacité, mais là-dessus, oui, ils disent qu'il y a un effort qui pourrait être fait supérieur. Il y a aussi le fait que cette guerre a permis quand même aux Américains largement de remettre un pied, si ce n'est les 2 pieds, d'ailleurs, sur le vieux continent et d'y peser. Général Perruche, vous vouliez compléter d'un mot? Non. Il y avait juste un mot. Par rapport au possible désengagement partiel des Américains après les midterms si les républicains gagnent, moi je n'y crois pas trop. Parce que précisément, s'ils se désengageaient d'Ukraine, on retrouverait le schéma très favorable à la Chine en disant, vous voyez, il suffit d'insister un peu et à la fin ils lâchent. Donc je dirais que les républicains sont engagés dans la voie des démocrates et du président Biden. Ils sont liés même, à vous écouter, liés. Ils ne peuvent pas tellement faire moins. Parce que s'ils font moins, ils vont envoyer un contre-message à la Chine. Vous voyez. Donc, c'est pour ces raisons. C'est plus l'American First dans ce cas-là. Moi, j'ai lu aussi le document sur la stratégie de sécurité américaine et qui identifie bien la Chine comme étant le challenger et la Russie comme étant un pays de moyenne taille qui a des capacités de nuisance nucléaire. Et donc, il faut le calmer, mais l'effort doit rester côté chinois. Mais précisément, l'exemple de l'Ukraine enverrait un contre-message à la Chine. Et je pense que les Américains ne le feront pas, même les républicains. On va revenir sur le terrain en Ukraine. On va prendre la direction de Kherson, retrouver l'une de nos équipes avec la formation principale de ce vendredi. Selon les autorités pro-russes, l'évacuation des civils dans la région est terminée. Reste à savoir ce que cela veut dire. Quelles seront maintenant les conséquences militaires de ces évacuations? En attendant, Kherson reste le théâtre de violents combats. Les troupes ukrainiennes continuent leur avancée. À leur côté, retrouvons Michel Scott, Pauline Normand et Gabriel Aurion. Oui, ces Ukrainiens continuent d'avancer. Le front se trouve à une douzaine de kilomètres. L'objectif, c'est de se rapprocher de cette zone qui descend vers le fleuve Dniepr. Les Russes, après un mouvement de retraite, ont entamé en fait des opérations de résistance assez sérieuses. Pour l'instant, ici, ces hommes sont confiants. Ils n'ont pas peur non plus, disent-ils, de l'utilisation d'une arme atomique ou d'une arme radiologique non conventionnelle, en tout cas par l'ennemi. Ils continuent à faire leur travail, disent-ils,
On entend des tirs, des duels d'artillerie se poursuivre. Ça veut dire que l'infanterie avance pas à pas, de village en village. Ça avance doucement. Il y a des pertes, mais pour les minimiser, encore une fois, les Ukrainiens utilisent l'artillerie autant qu'ils le peuvent. Je parle un peu sous Général, alors on était en train de parler de la Chine, bien évidemment, parce que ça reste le sujet primordial qui intéresse tout le monde sur ce plateau, mais revenons notamment à ce que disait Michel Scott, et revenons surtout à cette information qui est arrivée vers 10h, 10h30 ce matin, ce communiqué des forces pro-russes qui indique que l'ensemble des civils, on ne sait pas de quels civils il parle, bien évidemment, mais l'ensemble des civils a quitté la région de Kherson. Et votre analyse, vous, c'est que si les civils ne sont pas là, en tout cas, si les civils pro-russes ne sont plus là, ça veut dire que les militaires russes vont vouloir se terrer, faire la guerre, utiliser cette ville ? Oui, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est la liberté d'action, effectivement, militaire à l'intérieur, pour constituer des môles défensifs organisés, utiliser le maximum de moyens de destruction si on en a besoin. Et puis, le deuxième message, c'est de dire on va quand même enlever les civils pour montrer qu'on prend soin de la vie des gens. Et dans ces civils, d'ailleurs, on ne fait pas la distinction entre ceux qui souhaitent effectivement rallier la Russie et puis ceux qui subissent parce qu'ils n'ont pas le choix, que c'est la mort ou la Russie, si vous voulez. Hein. Et donc, voilà, les deux messages qui sont envoyés, mais ce à quoi on peut s'attendre, c'est quand même à une défense ferme à l'intérieur de Kherson, qui durera le temps que ça durera, sachant que les Ukrainiens, de leur côté, eux, n'ont pas intérêt à détruire cette ville, qui est la leur. Donc... Oui, mais général, sous votre contrôle, une guerre urbaine comme ça, c'est une guerre longue, coûteuse en hommes, et justement qui fixe pendant longtemps l'adversaire. L'Ukrainien et l'adversaire pour les Russes, puisque ce territoire, depuis l'annexion, fait partie de la Russie. Donc c'est aussi peut-être une stratégie. Tout à fait. C'est une stratégie de Vladimir Poutine pour gagner du temps. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, ou quelques jours, quelques semaines, certaines unités russes avaient demandé à être repliées et qu'on leur a refusé. On l'a refusé pourquoi ? Parce qu'il faut absolument gagner du temps. Donc là, c'est un peu un échange, entre guillemets, de chair à canon contre du temps. Vous voyez ? Et c'est ce qui va se passer probablement à Kherson. Très vite, Pierre Sautreuil, c'est une stratégie pour gagner du temps, vous qui êtes allé en Ukraine, qui connaissez un peu, plus ou moins les stratégies de l'armée russe. Je sais que la situation est floue à Kherson. Général, mais en tout cas, ce qui est certain, enfin moi, ce que j'ai vu en allant dans cette zone sud de l'Ukraine, c'est que c'est un terrain extrêmement plat, avec des routes qui sont très difficilement praticables, très mauvaises. Donc c'est très compliqué pour la manœuvre. On n'est pas certain que ce soit après-demain qu'il y aura une bataille pour Kherson, dans la mesure où les Ukrainiens doivent encore avancer jusqu'à Kherson. Et on voit qu'avec toute la boue actuellement, c'est très compliqué. Et puis maintenant, c'est est-ce qu'il y aura une bataille à Kherson ? Parce que les moyens de ravitaillement pour l'armée russe sont complètement étriés. Enfin, il y avait le pont. Mais je pense qu'ils ont déjà amené pas mal de choses avant. Possiblement, il y a beaucoup